Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Réflexion Santé Naturopathie avec Jean-Brice Tivan. Alors nous sommes dans la deuxième partie de cette présentation de mon expérience cétogène. Aujourd'hui, c'est l'heure du bilan, des révélations, une vidéo un petit peu plus longue que je vais faire dans des conditions un peu particulières. Je suis à l'extérieur, je suis en Provence, c'est les vacances, mais je tenais à finaliser cette vidéo cet été pour que vous ayez des réponses par rapport à cette expérience cétogène avec pas mal d'informations qui pourront en intéresser plus d'un. Si les cigales nous embêtent, essayez d'être attentif quand même. Voilà, j'ai vécu en passant, vous savez, d'un mode low carb à un mode cétogène strict pendant 6 mois. Cette vidéo va servir à faire un bilan très précis sur mes ressentis pendant ce cétogène, mes performances physiques, mes analyses biologiques, tout ce qui s'est passé d'un point de vue métabolique. Et je vais vous donner donc à chaque étape mon point de vue en vous décrivant les avantages, les améliorations de santé que j'ai eues, mais aussi les inconvénients, les difficultés rencontrées. Et puis dans une troisième vidéo, on fera les ajustements que je vais mettre en place et qui pourront vous servir si vous voulez vous lancer dans cette expérience-là. Alors, j'ai débuté par une phase de céto-adaptation, on va dire très classique, une phase de transition qui s'est fait assez rapidement pour passer d'un carburant glucidique à un carburant cétose. Alors, l'objectif était d'entrer en cétose rapidement. J'ai augmenté beaucoup donc le gras. J'ai fait tout pour éviter ce qu'on appelle la kétoflou. J'ai augmenté le sel, donc j'y reviendrai un petit peu. Et puis, sachez juste que cette phase de transition a été très simple pour moi, très rapide, puisque je pratique régulièrement le jeûne intermittent, j'étais déjà en low carb et j'avais déjà des apports en graisses saturées relativement importants. Mais j'ai opté tout de même pour une phase de transition rapide avec bien sûr des apports glucidiques à autour de 20 grammes maximum, des apports en graisses saturées assez élevés qui pouvaient monter au-delà de 150 grammes par jour de graisses ajoutées. Je dis bien ajouter à mes aliments déjà riches en graisses et protéines. Et puis, ça se traduisait donc par des plaquettes de beurre, par des crèmes au lait cru, de l'huile de coco, d'olive, etc. Alors, il y a deux approches par rapport à ça en cétogène. Justement, j'aimerais vous parler de ces deux approches. Il y a une approche qui impose des apports de 200 grammes de graisse ajoutée par jour minimum. Attention, je dis bien minimum de graisse ajoutée. Moi, j'étais dans des chiffres autour de 150 grammes déjà, 180 grammes, c'était déjà beaucoup pour moi. Le tout pour, on avait compris, aller très vite rentrer en cétose, pardon. Alors, remarque par rapport à ça, déjà, je ne comprends pas ce chiffre des 200 grammes, sachant que, alors je ne comprends pas qu'il soit identique pour tous, en fait. Si je pèse 60 à 100 kilos, comprenez bien que mes besoins, ma capacité d'oxydation des graisses est très différente. D'autre part, si j'ai une activité physique, ce sera bien différent de ce que va brûler un sédentaire. Et puis, ça dépend aussi de mes choix alimentaires, puisque si, par exemple, le matin, je mange 4 œufs avec un peu de comté, eh bien, ce sera déjà un apport de graisse important. Pourquoi rajouter forcément beaucoup de graisse par rapport à quelqu'un qui mangerait de la volaille, de la dinde ou un steak? Voilà, déjà quelque chose de pas très gras en soi. Donc, il faut bien comprendre qu'il y a beaucoup de facteurs qui influencent cet apport de graisse, mais apparemment, c'est ce qui a été observé pour rentrer plus vite en cétose, etc. Moi, je pense qu'il n'est pas immuable, ce chiffre, et qu'on en reparlera tout à l'heure, dans la perte et la prise de poids, ce chiffre a quand même son importance. Voilà, donc il y a un débat, il faut habituer le corps à brûler des graisses pour habituer nos mitochondries à être de bonnes brûleuses de graisse. Moi, je pense que cette adaptation-là peut se faire sans des gros apports de graisse. Il en faut un minimum, bien sûr, puisqu'il faut quand même être dans des apports au moins 65-70% énergétiques basés sur les graisses. Donc, à ce moment-là, mon alimentation a basculé vers de la viande, du poisson, des coquillages, un peu de crustacés, parfois des abats, donc une fois par semaine, auxquels je rajoutais donc du beurre au lait cru, de l'huile d'olive, de la crème fraîche, un petit peu de lardon de temps en temps, mais tout issu de produits animaux qui ont pâturé, qui ont mangé que de l'herbage, d'agriculture bio, en plein champ.
Je complétais ce régime alimentaire par des légumes lacto-fermentés, un peu de légumes cuits, verts, et puis une petite quantité de fromage type comté, mascarpone, avec quelques framboises au dessert parfois, et pour me faire plaisir, un peu de purée de noisettes, comme un petit dessert de satisfaction, avec parfois du chocolat noir à 92%, quelques grammes de glucides à chaque repas. Je m'autorisais un succès d'année de café par jour ou un café très occasionnellement. Et puis, mes plats étaient plus ou moins cuisinés, c'était pas vraiment de la grande cuisine, mais j'ai évité de faire beaucoup de plats à base d'oléagineux, je vous en reparlerai. J'ai maintenu pardon, un peu de jeûne intermittent, mais j'en ai fait moins que d'habitude, surtout dans la phase de transition où on vous dit de manger plus calorique, plus de graisse, plus régulièrement pour augmenter le métabolisme. On en reparlera aussi, mais j'ai toujours maintenu 1 à 2 jours de jeûne intermittent, dans la semaine. Tout ça, c'est fait avec un monitoring, de glycémie, de, corps cétonique pour mesurer la quantité de cétose que j'avais tous les jours. Je ne suis jamais monté très haut, entre 0,6 et 1,5 millimoles tous les jours, mais avec une glycémie qui s'est stabilisée autour de 0,80, 85, voilà. Tout dépendait de mon activité du matin et voilà. Alors j'ai continué de pratiquer pendant cette période-là mes activités physiques habituelles. Je vais vous en parler, de mes ressentis dans ces pratiques-là. Je me déplaçais toujours à vélo pour aller travailler de temps en temps. J'ai pas choisi ma façon de vivre. J'ai par contre, essayé d'ajouter du sel, surtout en phase d'adaptation, hein, dans les 3, 4, 5 premières semaines, et j'ai pas réussi à monter au-delà de 5-6 grammes par jour, alors que les recommandations sont de 10 grammes pour éviter la phase de compenser la chute de l'insuline et la rétention minérale. Donc, ça a été un petit souci pour moi, je vais vous en reparler, mais les aliments étaient trop salés, avec 10 grammes par jour comme recommandé. C'était impossible pour moi de manger dans ces conditions-là. Donc j'ai bien sûr pris ma poids, ma tension, mes performances physiques, etc. Et on va en discuter. Premier point sur lequel j'aimerais revenir, c'est l'évolution du poids et la notion de calories. Alors, ma femme et moi avons pratiqué ça pendant 6 mois au début de cette mise en place de cétogène stricte. Ma femme et moi avons perdu rapidement 2 kilos. Perte d'eau, il y a une perte minérale, perte de glycogène, etc. Donc, il y a moins de rétention d'eau dans l'organisme, tout en continuant à pratiquer une activité physique, tout ça, tout allait bien, ce qui prouve bien qu'on avait bien réduit notre consommation de glucides. Puis progressivement, il faut bien voir que ce poids a réaugmenté régulièrement pendant tous les mois suivants. C'est-à-dire qu'on a stabilisé ces 2 kilos en moins, ce qui nous convenait parfaitement, mais progressivement, on a repris un petit peu de graisse et ma femme, au bout de 5 mois de cétogène, avait repris ces 2 kilos, voire les a dépassés de 2 kilos. À la fin de ces 6 mois, elle pesait 2 kilos de plus qu'au départ, alors que son objectif principal était la perte de poids. Toujours, je précise, en continuant à manger 20 grammes de glucides maximum par jour, en rajoutant des graisses par rapport à ce qu'elle faisait bien avant et sans modifier donc pendant ces 6 mois ses apports de graisse. C'est-à-dire qu'il lui avait permis de maigrir au début, ne lui ont pas permis de conserver ce poids-là, durant 6 mois. Et donc elle n'était pas à 150 grammes de graisse ajoutée, hein, elle devait être entre 60 et 90 grammes de graisse ajoutée par jour, en plus de ces aliments qui pour elle étaient plus protéinés que d'habitude, puisqu'elle avait quand même rajouté un petit peu de viande alors qu'elle n'en mangeait jamais avant, un petit peu de poisson, voilà. Et je précise qu'elle continuait de faire de l'activité physique, style musculation, HIIT, 3 fois par semaine, qu'elle dormait très bien, 8 à 10 heures par jour, avec un lever assez tôt. Une gestion du stress sans souci, elle continuait son travail de prof de PS sans trop de problèmes particuliers. Et ce qui est paradoxal, c'est que ces taux métaboliques, ces paramètres métaboliques étaient excellents. C'est-à-dire que sa TSH a bien évolué à des niveaux moyens, normaux, donc la thyroïde fonctionnait très bien. On ne connaît pas hein, le passage T4 à T3, mais ses cheveux poussaient bien, étaient plus soyeux que d'habitude. Son insuline a chuté à 2,5, hein, ce qui est vraiment très bas, avec une glycémie autour de 0,9, stabilisée entre 0,85, 0,9.
un HbA1c, donc l'hémoglobine glyquée, là, pour mesurer la glycation protéique dans le sang, à 5,3, ce qui est un très bon chiffre, hein. Des triglycérides qui sont maintenus très bas, autour de 0,60, pour un chiffre qui ne doit pas dépasser 1 gramme, enfin 1,5 pour les normes, mais à 0,6, c'est parfait. Et un taux d'HDL, LDL, un profil lipidique parfait avec un cholestérol autour de 2, 2,2, 2,3, avec un rapport HDL-LDL excellent. Mais elle a quand même grossi de 2 kilos à l'arrivée. Alors elle a un âge de 48 ans, elle n'est pas encore préménopausée, mais des petits signes de modification et cetera. Alors malgré tous les bénéfices qu'elle a pu avoir au niveau de l'appétit, fringale, stabilité énergétique, baisse de migraine, niveau inflammatoire qui a diminué, elle considère tout de même ces 6 mois comme un petit échec. Alors une belle expérience, alors qu'elle en a retiré des bénéfices. Échec parce qu'elle a repris du poids. Tout simplement, et que c'est ce qui l'a motivée le plus, c'est qu'elle voulait retrouver sa taille de ses 20 ans. Alors à 48 ans, vous allez me dire, c'est peut-être un peu compliqué. Elle n'est pas grosse, elle fait 1,66 m pour 62 kilos à la fin de ce régime-là, mais elle a voulu retrouver sa taille d'avant le cétogène. Donc elle est sortie de cétogène par un jeûne de 5 jours. Pour la première fois de sa vie, elle a jeûné 5 jours. Elle a retrouvé ses 58 kilos, même 57 kilos de départ. Donc, elle était bien en dessous de ce qu'elle faisait avant, bien sûr, à bout de 5 jours de jeûne. Elle a repris ses 2 kilos. Et donc là, elle a stabilisé autour de 59 kilos avec une reprise en low carb, avec des petits apports de glucides. Voilà. Et tout est rentré dans l'ordre. Et je vais vous expliquer après ses ressentis et les miens, bien sûr. Alors, petite explication par rapport à ça. On vous dit que pour des personnes qui sont atteintes de syndrome métabolique, ça va être résistance à l'insuline, résistance à la leptine, surpoids, obésité, risque cardiovasculaire, hypertension, etc., diabète, on sait que le cétogène fait maigrir, que on retrouve des paramètres métaboliques parfaits, enfin très très bonnes. Il y a vraiment des grosses améliorations sur ce plan-là. Mais pour des personnes qui auraient un poids quasiment normal, qui auraient juste 2, 3, 4 kilos à perdre, comme c'était le cas pour ma femme, avec déjà une bonne densité musculaire, une hygiène de vie qui était déjà correcte, une personne qui avait une bonne vitalité, qui montait le Ventoux, je veux dire en vélo, hein, je veux dire sans assistance, qui avait juste un petit peu de graisse sur le ventre et qui était dans une recherche un petit peu de perfection, eh bien, l'augmentation des calories, parce qu'elle a vraiment augmenté son apport calorique dans son alimentation, n'a pas perdu de perte de poids et n'a même fait prendre. Alors, par rapport à ça, on pense qu'il ne faut pas compter ses calories en cétogène. C'est pas tout à fait vrai. Moi, je ne suis pas du tout pour compter les calories, je ne les compte absolument pas. Mais si vous apportez beaucoup trop de calories par rapport à vos dépenses, c'est-à-dire qu'il y a quand même une balance énergétique qui existe entre vos apports et vos dépenses, et que vous dépassez un seuil d'apport, en particulier en graisse, que ce soit des graisses saturées, insaturées ou ce que vous voulez, eh bien, il y a quand même une prise de poids qui va se faire. Il y a 2 écoles. Vous savez, il y a les écoles qui considèrent qu'il faille compter les calories, puisque les dépenses et les apports interviennent sur le métabolisme, etc. Mais si vous êtes dans une démarche de trop faire chuter vos apports caloriques, vous faites parallèlement chuter le métabolisme. On le sait aujourd'hui, manger moins fait apprendre à votre corps à fonctionner en brûlant moins, en fonctionnant à l'économie. Et cette chute du métabolisme fait que vous avez de la frilosité, une baisse d'énergie, que vous avez tout le temps des fringales et qu'au bout de quelques semaines, vous reprenez votre poids. C'est l'effet yo-yo. Et puis, vous avez l'école qui dit qu'il ne faut absolument pas compter ses calories et qu'il faut au contraire augmenter votre métabolisme en mangeant plus pour habituer votre corps à brûler plus et à maintenir donc un métabolisme très élevé tout le temps. Et qu'on vous dit que ces apports caloriques, lorsqu'ils viennent des graisses, n'ont pas d'impact sur l'insuline, l'hormone du stockage, et donc vous ne souffrirez pas de résistance à l'insuline et donc pas de prise de poids. Ma vision, en fait, aujourd'hui, c'est une synthèse de ces 2 approches. Je précise que des apports donc importants de graisses saturées, ou polyinsaturées, ou monoinsaturées, au-delà d'un certain seuil calorique par rapport à vos dépenses, c'est-à-dire un rapport apport-dépense qui dépasse bien sûr les dépenses, lorsque vos apports sont beaucoup trop importants par rapport à vos dépenses, va avoir quand même un impact, non pas sur l'insuline, mais sur une enzyme cellulaire, une lipase cellulaire, qui est hormonosensible d'ailleurs, et qui va diminuer la lipolyse. C'est-à-dire que vous allez quand même
plus facilement stockées et surtout moins déstockées lorsque vous êtes toujours dans de l'hypercalorique et que vous ne brûlez pas suffisamment. Alors, je ne vous parle pas ici de résistance à l'insuline, mais d'un mécanisme que si vous mangez trop de glucides ou trop de lipides par rapport à vos dépenses caloriques, eh bien, vous pouvez tout de même avoir une certaine prise de poids indépendante de la résistance à l'insuline. Voilà, donc ça, c'est des recherches qui existent, qui montrent ceci aussi, et qui font que certaines personnes, même en cétogène, si les apports caloriques sont beaucoup trop importants par rapport aux dépenses, peuvent tout de même avoir ce problème-là qui apparaît. Donc, sur ce plan-là, c'est ma conclusion. Attention, je ne vous parle pas d'apport de graisse saturée qui serait gênante. Je vous parle même d'apport de graisse monoinsaturée. Je vous parle d'huile végétale, je vous parle d'huile de noix, d'huile d'olive, de ce que vous voulez. Ces 200 grammes de graisse ajoutée, pour moi, posent problème, ne devraient pas être identiques pour tout le monde et ne sont pas une garantie d'un bon métabolisme en cétogène. Voilà. Maintenant, je sais qu'en phase d'adaptation, il faut quand même des apports supérieurs en graisse pour habituer votre corps à brûler des graisses, mais les quantités sont variables d'une personne à l'autre. Alors, cette déception a fait que ma femme donc, a arrêté le cétogène à cause de ça, puisque entre le 5e, 6e mois, elle a pris 2 kilos comme ça, qui ont vraiment sont venus de nulle part. Donc, quand elle a été à plus 4 sur la balance, elle a commencé un petit peu à s'inquiéter, mais elle reste en low carb, elle a réintroduit un petit peu de glucides, je vous expliquerai, et un petit peu de jeûne intermittent, ce qui a permis de stabiliser aujourd'hui les choses. Alors j'en profite pour faire une petite parenthèse par rapport à cette vidéo. Dans les nouvelles formations que je présente, la formation que je suis en train de créer qui sera disponible en septembre 2024, Ancestral Metabolism Revive, j'explique ces mécanismes du métabolisme. Je rentre dans la complexité et en même temps dans une forme d'individualisation nécessaire pour pouvoir adapter l'alimentation en fonction du tempérament et expérimenter ce qui pour vous va améliorer votre état métabolique, que ce soit sur l'alimentation, sur l'exercice physique, l'hormèse, la place du jeûne intermittent, la place de la quantité de protéines, de compléments alimentaires particuliers. Tout ça, c'est une synthèse qui m'a pris une vingtaine d'années de compréhension, etc. Et elle sera disponible avec beaucoup de techniques étudiées bientôt. Je reviens sur la vidéo. Les ressentis que j'ai pu avoir moi, maintenant, sur mes performances, mais aussi sur mes analyses biologiques et tout mon bilan. Donc, je suis passé d'un poids de un peu plus de 73 kg à 71 kg dans les premières semaines après une restriction en glucides, puisque je suis passé d'une consommation, on va dire, de 60 à 100 grammes de glucides. Je suis revenu à quelque chose autour de 20 grammes. Donc, mon poids de forme, 71 kg, une bonne densité musculaire comme d'habitude. Bon, voilà, si vous me connaissez, vous savez que j'ai pas beaucoup de masse grasse, entre 10 et 15%. Donc là, j'ai perdu un petit peu de masse grasse autour de la taille. Elle était légère, mais j'ai vu une petite amélioration. Par contre, au niveau de mes analyses sanguines, ce qui est particulier, c'est que je suis passé d'un taux de triglycérides de 0,7 à 1,07, que mon cholestérol total est passé de 2,57 à 3,6, avec un LDL qui a augmenté fortement et un HDL qui a légèrement baissé de 0,64 à 0,52. Donc, même si ce ne sont que des chiffres et qui sont logiques, puisqu'en apportant beaucoup de graisse à votre alimentation, que ce soit saturé ou autre, il vous faut des transporteurs et que les triglycérides, c'est la forme soluble des graisses dans le sang, que le cholestérol, ce sont des lipoprotéines qui vont transporter le cholestérol que j'ai ingurgité. Il n'y a pas de souci particulier de ces chiffres-là. Si vous avez une insuline qui est correcte, on y reviendra. Même ce qui m'a gêné, c'est que ces chiffres n'aillent tout de même pas dans le sens logique de ce qu'on pouvait attendre. Voilà, donc pas d'affolement, mais un chiffre un petit peu étonnant. Par contre, là où j'ai eu des améliorations et où les chiffres vont vraiment dans le bon sens de paramètres métaboliques, c'est sur, bien sûr, une hémoglobine glyquée, le HbA1c, donc le taux de glycation au niveau de mes protéines sanguines a largement diminué puisque je suis passé de 5,7 à 5,4. Je rappelle que j'ai sans doute une génétique qui fait que dans la famille, on est beaucoup de diabétiques, donc elle était relativement haute et elle est passée à quelque chose de tout à fait normal.
Par contre, dès que j'ai diminué mes graisses ajoutées, donc au bout de 4 5 mois, j'ai mangé un peu moins de graisse. Je suis passé mettons de 150 grammes de graisse ajoutée par jour à 100 grammes. Ben, mes taux de triglycérides sont revenus à 0,8, mes taux de HDL sont revenus à 0,64. Voilà, donc j'ai eu des modifications à nouveau dans le bon sens et c'est pour ça que je me suis dit que inutile de mettre trop de graisse, même si mes taux de cétose sont restés entre 0,6 et 1 et n'étaient pas très élevés. J'ai préféré fonctionner comme ça, sans me forcer à consommer une grande quantité de graisse supplémentaire. Donc globalement, ce bilan, ce HOMA, ma résistance à l'insuline a été améliorée, et cetera. Donc un bilan, on va dire, biologique plutôt positif. Là où ça a été un petit peu moins bien, ça a été sur mes performances physiques et mes ressentis. Si je regarde comment j'ai fonctionné, alors j'ai continué à courir, faire du football, du vélo et toujours de la musculation régulièrement. J'ai observé un petit peu mes sensations et pendant un certain temps, au début, j'avais des petites palpitations, mon cœur montait haut, j'étais plus vite essoufflé. Je me suis dit: «C'est la céto-adaptation». Je passe d'un métabolisme, glucose à un métabolisme graisse. Il faut 3 mois, 4 mois d'adaptation. OK, j'ai attendu. Et puis au bout de 4 mois, toujours pas. 5 mois, toujours pas. 6 mois, toujours pas. Donc j'avais toujours ces essoufflements, ces palpitations et cetera. Alors j'ai essayé de comprendre, hein, pendant toute cette période-là, d'où ça pouvait venir. Alors j'ai bien sûr été confronté à une petite fuite de minéraux, sachant que mon niveau d'insuline a largement diminué, enfin largement, sans doute passé de 5 à 3,5, ça c'est sûr, hein, j'ai vu que j'avais 3,5 et lorsque votre taux d'insuline diminue, il retient moins l'insuline retenant moins, les, minéraux au niveau rénal, il y a une fuite minérale, ce qui pouvait expliquer un petit peu mes palpitations. Alors attention, cette explication est un petit peu, rapide, succincte, parce que ma femme a des taux d'insuline qui étaient en dessous des miens et n'a pas eu ces problèmes de palpitations cardiaques. Elle prenait des compléments alimentaires, moi j'ai essayé d'en prendre aussi, ça n'a pas suffi à les faire passer, je parle de potassium, de magnésium, hein. Alors, je suis allé consulter une cardiologue. Je précise que cette cardiologue, était ouverte aux, alimentations cétogènes puisqu'elle a suivi des formations avec moi, donc les formations sur les maladies métaboliques que je donnais. Elle y a assisté, elle s'est même mise au cétogène et elle prescrit même du cétogène à certains de ses patients. Donc, je la connaissais, je suis allé la voir, je lui ai dit: «Bah, écoute, regarde ce qu'il y a au niveau cardiaque, est-ce que je fais pas d'arythmie? Est-ce qu'il y a pas de souci particulier?» Donc elle m'a mis un holter pendant, pendant 2 jours. J'ai fait de la pratique physique, je dormais le soir et cetera. Elle a observé ma tension, bon, les fréquences cardiaques, tout était bon pour elle, tout était OK, j'avais pas d'arythmie, tout fonctionnait très bien. Le seul souci, c'est que moi, j'avais une sensation d'oppression, de petites palpitations. C'était pas, on va dire handicapant, même si j'étais un petit peu plus vite essoufflé, un petit peu plus oppressé et c'était vraiment des sensations désagréables qui parfois m'empêchaient de m'endormir, hein. Ma fréquence cardiaque de repos restait à peu près normale, assez basse, hein, mais au niveau des sensations, c'était pas top. Alors, en plus de ça, j'ai eu des petites crampes, pas forcément très gênantes, mais très occasionnelles, mais j'en ai eu quand même un peu plus que ce que je n'avais avant. Donc, bien sûr, c'est souvent associé à une perte de sodium, hein, voilà. J'en prenais alimentation, mais si je devais recommencer, je vous le dirais, j'en prendrais sous forme d'eau de mer, d'eau de Quinton ou de choses comme ça. Mais j'ai réintroduit un petit peu des glucides à la fin du cétogène et j'ai eu beaucoup moins ces inconvénients-là. Ils sont même passés. Alors certains vont me dire: «Tu n'as pas pris assez de sel, tu aurais dû prendre plus de magnésium, tu aurais dû prendre plus de potassium» et cetera et cetera. Alors, bien sûr, j'ai fait un petit peu ça, mais j'estime que l'alimentation que je souhaite choisir pour vivre, en étant le mieux adapté à mon fonctionnement, à ma physiologie, à ce que je suis aujourd'hui, eh bien, il est hors de question que cette alimentation m'oblige à me complémenter en, suppléments transformés ou même en minéraux pris isolément, puisque j'estime que, mon alimentation aujourd'hui doit m'apporter tout ce dont j'ai besoin. Ça pose une petite réflexion. Si l'alimentation que vous choisissez est censée être adaptée à votre physiologie humaine, alors
compte tenu du fait qu'aujourd'hui, vous trouvez tous les aliments dont vous avez besoin et en qualité supérieure. Moi, j'avais accès à tous les poissons, les fruits de mer que je voulais. J'avais accès à des viandes de pâturage, j'avais accès à des abats, j'avais accès à des végétaux bio de qualité, donc et même des laitages de qualité, de très haute qualité. Donc, si je devais avoir une alimentation parfaite, j'ai pas besoin de me complémenter et j'ai refusé d'avoir une hyper complémentation. Euh, Cependant, je pense qu'en prenant des doses de sel plus élevées, c'est vrai, par exemple, hein, avec de l'eau de mer filtrée ou des choses comme ça, j'aurais compensé ces effets-là. Ce qui est paradoxal, c'est que j'ai pas eu de syndrome de keto flou, de fatigue particulière dans la journée. Ce n'était que des symptômes souvent à l'effort. Mais est-ce qu'ils étaient vraiment dus à une chute d'insuline ou est-ce que c'est dû à mon métabolisme, le fait que je retienne mal les potassiums? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça m'a un petit peu embêté. Cette relation entre insuline basse et rétention rénale, elle est très bien étudiée, très bien documentée, hein, sur le plan, chez les diabétiques, les personnes obèses qui auraient fait des régimes et cetera. Mais tout le monde ne réagit pas de la même façon. Et d'autre part, il y a des personnes qui ont quand même qui ne font pas d'alimentation cétogène, qui sont à plus de 200 grammes de glucides par jour et qui ont donc des taux d'insuline qui restent tout de même très bas, en dessous de 3 unités internationales par jour, c'est-à-dire encore plus bas que moi, et qui n'ont pas de problème de fuite d'électrolytes. Ils n'ont pas de crampes, pas de baisse de tension, pas de fatigue, pas de palpitations. Donc, je m'interroge peut-être sur l'intérêt des glucides et pas sur seulement l'intérêt de l'insuline, hein, la mesure de l'insuline à jeun. Je pense qu'on reparlera tout à l'heure de ces notions de pics d'insuline qui sont peut-être nécessaires pour retenir, et ces pics d'insuline sont peut-être associés à des petits apports glucidiques qui peuvent être intéressants pour certains d'entre nous et absolument pas nécessaires pour d'autres. Voilà, donc complexité humaine quand tu nous tiens, on est en plein dedans. Alors, je me suis posé la question à ce moment-là, et je l'ai posée donc à Ulrich Génisson, si nos ancêtres avaient ce mode alimentaire-là, pourquoi déjà, où est-ce qu'ils trouvaient ces 10 grammes de sel qu'il faut rajouter dans l'alimentation cétogène, sachant que nos ancêtres ne vivaient pas tous au bord de mer, hein, ils vivaient dans des grottes, en terre, en Provence, ici, il y a des grottes où il y avait nos ancêtres, et il n'y avait absolument pas de sel. Alors, l'explication d'Ulrich Génisson disant que nous serions capables de trouver des excroissances de sel rocheux qui émergeraient à la surface de la planète est absolument farfelue selon moi, n'est absolument pas documenté scientifiquement. Est-ce que cela condamne nos ancêtres à vivre uniquement au bord de mer ou à consommer que des produits marins, etc. Non, pas du tout. Je pense qu'il y a d'autres mécanismes physiologiques qui leur ont permis de s'adapter et qui permettent à certains d'entre nous de s'adapter. Il y a beaucoup de témoignages en faveur d'une consommation, d'une alimentation cétogène sans exagérer les apports en sodium. Ils ne consomment que 4-5 grammes de sodium par jour et ils n'ont absolument pas de crampes, pas de problème de fatigue, pas de problème de palpitation, etc. Ce qui était le cas d'ailleurs de ma femme, à part les crampes, un petit peu, de temps en temps. Alors, j'ai eu de témoignages dans ce sens-là. Alors, dans ce cheminement-là, j'ai aussi appris à changer de regard sur l'insuline. J'ai cessé de diaboliser les taux, les pics de glycémie et surtout les pics d'insuline. Alors, pour les personnes, je parle bien, qui ne sont pas malades métaboliquement, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas de problème de surpoids, de résistance à l'insuline, de diabète, de risque cardiovasculaire, d'état inflammatoire chronique, etc. Le fait de faire des pics d'insuline avec un retour à la norme rapide n'est pas un problème. Nous sommes faits pour avoir parfois des petites poussées d'insuline qui vont nous permettre d'assimiler des nutriments, de fixer des protéines, d'avoir un petit effet anabolisant, constructeur. Ce qui est gênant dans notre façon de fonctionner moderne aujourd'hui, c'est l'hyperinsulinie chronique. Lorsque vous mangez des protéines, de la viande par exemple, vous amenez déjà des petits pics d'insuline modérés, mais nécessaires pour être dans une phase d'assimilation qui est physiologique, hein, et stabiliser les choses, c'est normal avec ces apports-là régulièrement. Et même de petits apports glucidiques qui peuvent augmenter ces apports, ces poussées d'insuline, peuvent être intéressants sur certains tempéraments d'entre nous qui ne sommes pas sujets
à une hyperinsulinie chronique. Donc, l'insuline est importante car pour moi, elle augmente le glutathion, elle augmente on va dire le fait de retenir les électrolytes dans le corps, donc elle est nécessaire, elle évite de se supplémenter en sel, en magnésium, en potassium. Cet aspect, bien sûr, est valable pour certaines personnes plus que pour d'autres. Et donc, cesser, je pense, de diaboliser ces fameux pics d'insuline. Ce qui est important, ce n'est pas le fait d'avoir des pics d'insuline, c'est le fait d'éviter d'avoir une insuline qui va être maintenue trop haute, trop longtemps. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'hyperinsulinie chronique. Attention, c'est deux choses très différentes dont je parle souvent dans mes formations et il y a une méprise autour de ça. Quand on travaille et qu'on lit un livre comme Jesse and Chospé, il faut absolument lisser la courbe d'insuline, etc. Oui, c'est pas lisser la courbe, c'est faire en sorte qu'il y ait un retour rapide de la glycémie à la norme et un retour rapide de l'insuline à la norme. Mais ça ne veut pas dire ne pas avoir de poussée d'insuline. Ces poussées d'insuline sont inévitables et sont nécessaires pour certains d'entre nous. Attention, pour les personnes qui ont des maladies métaboliques, qui ont déjà un métabolisme où cette insuline est déjà élevée naturellement chez eux, bien sûr que les pics d'insuline seront à éviter. Alors, une autre chose que j'ai apprise, c'est que avoir des petits apports glucidiques vont permettre, si vous êtes dans un cétogène ou on va dire un régime que vous recherchez pour être le plus performant possible, eh bien, avec des récupérations physiques intéressantes. Le cétogène, vraiment très bas en glucides, sans petite compensation autour de l'entraînement, peut avoir des inconvénients. On s'est aperçu, et regardez dans cette étude, c'est ce qui est décrit, que le fait d'apporter des glucides autour de l'entraînement et en particulier légèrement après l'entraînement, je ne dis pas des grosses quantités de glucides, je dis bien des petits apports, sont intéressants pour la récupération après l'exercice et que privé de glucides, la réponse immunitaire à l'exercice physique est marquée par une augmentation plus élevée des hormones de stress, cortisol, adrénaline, etc. Et une réponse immunitaire qui est moins bonne. Donc, après un exercice, le fait d'apporter un petit peu de glucides peut avoir un intérêt chez des personnes qui même seraient bien céto-adaptées et qui auraient besoin de récupérer plus rapidement. Bien sûr, ce n'est pas une généralité et je pense que si vous n'êtes pas athlète de haut niveau ou si vous entraînez pas régulièrement, ce n'aura pas un grand effet. Mais avec moi, mon expérience, aujourd'hui, je pense qu'un petit apport de glucides, soit avant, soit après l'entraînement, que ce soit 20 grammes, 30 grammes maximum, même un fruit, un petit peu de riz blanc, quelque chose qui ne soit pas trop gênant en lectine ou qui n'apporte pas une trop grande quantité de fructose. Hein, on ne va pas consommer un jus de fruits ou un soda, bien sûr, hein, on est bien d'accord, mais quelque chose qui reste dans un aliment brut avec un apport de glucides intéressant pourra être intéressant. Donc, mon regard a changé sur les glucides, a changé sur la notion d'insuline, de pic d'insuline, et on sait que ces petits apports de glucides et d'insuline qui montent autour de l'entraînement après chaque repas a un effet bénéfique sur les palpitations, les crampes. Pour moi, hein, je ne vous parle que de mon expérience, et je ne voudrais pas que vous généralisiez tout ça. Donc, mon regard aujourd'hui sur l'insuline, c'est qu'il faut cesser de croire que toute poussée d'insuline va vous faire grossir ou vous rendre résistant à cette insuline, mais que dans un contexte d'un métabolisme sain, il n'y a pas de risque de cela. C'est une hormone anabolisante nécessaire pour construire de la structure. Donc, méfiez-vous de l'hyperinsulinémie chronique, le fait de manger en continu. Dans un régime cétogène, on peut très bien adapter ces petites poussées et avoir des apports en glucides occasionnels sans forcément sortir la cétose. L'insuline peut même être intéressant pour certains d'entre vous pour vous permettre de fixer les protéines. Et c'est très bien. Par exemple, des apports de fromage font monter aussi les taux d'insuline et avoir un effet anabolisant sans apporter de glucides et sans vous faire sortir de cétose. Par contre, il est important de mesurer vos taux d'insuline sur le plan métabolique et de ne jamais dépasser 4,5-5 d'insuline à jeun. Avec un HOMA qui se situe entre 0,5 et 1,5, c'est le rapport entre votre taux de glucose et votre insuline.
Voilà pour cette deuxième partie de mon expérience cétogène. La semaine prochaine, je vous expliquerai d'autres effets, avantages et inconvénients ressentis dans cette expérience-là, en particulier ma relation avec l'entraînement cétogène et performance sportive, les effets aussi anti-inflammatoires du cétogène, certains avantages, encore d'autres, et l'importance des glucides quand même qui apparaissent dans la mise en place d'un régime cétogène. On va voir comment ils ont un impact sur les cellules glucodépendantes et comment on peut les utiliser. Voilà, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, si vous êtes intéressé par mes formations, écoutez ce qui suit. Formation que je propose, la prochaine créée sera la formation Ancestral Revive, une formation revivre en mode de vie ancestral, inspiré donc du mode de vie de nos ancêtres. Je dis bien inspiré, car il s'agit de méthodes de santé naturelle modernisées. J'ai fait une synthèse d'abord autour de la nutrition, analyser tous les nutriments, les aliments, comprendre le métabolisme et la physiologie de la digestion, de notre évolution. Je présente aussi les régimes paléo, cétogènes, low carb, animal based, mais aussi comprendre qu'une alimentation doit être choisie en fonction de notre tempérament, c'est-à-dire notre morphologie, notre métabolisme et nos objectifs personnels. Une approche que j'ai voulu à la fois très complète et accessible à tous. Vous trouverez aussi dans cette formation des parties consacrées aux méthodes hormétiques, hydrothérapie, que ce soit sauna, hammam, bain froid, l'héliothérapie, l'exposition à d'autres stress hormétiques et l'utilisation, vous avez compris, donc du bon usage du soleil, mais aussi du earthing, grounding, c'est-à-dire le rayonnement, tout ce qui vient de la nature. Vous trouverez aussi un intérêt à la marche pieds nus avec une progression justement de la marche pieds nus. Vous comprendrez comment intégrer aussi vos analyses sanguines, c'est-à-dire les analyser, bien sûr les comprendre et surtout analyser les paramètres métaboliques les plus importants pour mesurer les bienfaits de cette méthode sur votre santé. Cette formation dans laquelle je vous explique aussi tous les bénéfices et mécanismes du jeûne sous toutes ses formes, court, long, intermittent, sec ou humide. Toutes les techniques de santé que je vous présente ici sont bien sûr à adapter en fonction de votre tempérament et de vos besoins et de votre mode de vie. En complément de cette formation, vous trouvez aussi la formation Mouvement pour une santé optimale, 15 heures de vidéos avec de nombreuses méthodes décrites dans tous les domaines du mouvement pour une pratique qui vous conduira à une autonomie pour bouger aussi en fonction de vos objectifs et de vos capacités. Tout ça est un tarif très abordable pour des formations très complètes. Ancestral Revive sera commercialisé à 360 € et Mouvement pour une santé optimale à 280 € avec un tarif préférentiel à 490 € pour le pack des deux formations réunies. Contactez-moi si vous êtes intéressé directement à jbnaturo@orange.fr ou retrouvez une présentation plus complète de ces formations sur le site alsacenaturo.com. Comme vous retrouverez d'autres formations présentées autour de la naturopathie et du décodage psychologique des maladies. Voilà, à bientôt.